Nous allons donc passer à l'ordre du jour. Ouverture de la séance par la présidente. Après, on va présenter la biographie de Maître Annick Guénon Nono. Et ensuite, Maître va nous présenter le thème du jour. Et puis, on passera aux questions et réponses. Bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté d'être là ce jour pour notre première séance d'information, d'éducation et de sensibilisation sur les enjeux reliés au décès dans notre communauté. Nous ne pourrons le dire assez, nous avons des réalités, des us et coutumes qui sont bien ou moins bien aussi. La mort est quelque chose que nous évitons toujours d'y penser. Pourtant, c'est une étape de la vie. Quand on est, on doit se marier, on doit vivre et puis on doit décéder. Chaque étape doit être considérée. Notre organisation a été créée parce que notre communauté faisait partie des communautés vulnérables qui vivaient des difficultés énormes lorsque la mort survenait dans la famille. Faire face aux charges que cela génère, en plus de leur douleur, du chagrin de la disparition. Nous avons reçu l'appui de nos autorités gouvernementales pour nous accompagner dans cette initiative très bénéfique, dont 29 familles ont déjà bénéficié depuis mai 2020. Ces séances sont financées par le ministère de l'Emploi, du Développement social du Canada, à travers le programme Nouveaux Horizons pour aînés, à qui nous disons grandement merci. Elles sont vraiment destinées aux aînés, soit les adhérents ou les personnes de 55 ans et plus. Il y aura 10 séances, dont une par mois, excepté les mois de juillet et août. Elles se tiendront les 3e samedis du mois en considérant les propositions reçues par sondage. Aujourd'hui, nous parlerons du testament, de son importance. Les différents thèmes ont été publiés dans nos 2 dernières infolettres. Nous allons communiquer ou rappeler les thèmes au fur et à mesure. Des vidéos seront également disponibles pour ceux qui n'ont pas pu être présents ou si vous voulez réécouter. Une fois de plus, je vous remercie de nous faire confiance et bonne séance. Merci, Madame la Présidente. Et nous allons donc passer à la biographie de Maître Annick Guénon Nono. Et donc, Maître Annick Guénon Nono est détentrice d'une maîtrise en droit notarial obtenue à l'Université de Sherbrooke. Elle est notaire de profession et inscrite au tableau de l'Ordre des notaires du Québec et exerce pour la firme Alepin-Gauthier, avocat et notaire, où elle concentre sa pratique en droit notarial traditionnel, notamment en droit de la personne, en droit immobilier, en droit des successions et les procédures non contentieuses devant notaire. Elle occupe également un siège au comité scientifique sur la représentativité des communautés noires dans les ordres professionnels juridiques à la Chambre des notaires du Québec. En outre, elle est membre fondateur et secrétaire général de Urgence Plus Monde Canada, qui est une organisation non gouvernementale et qui a pour mission de collecter des fonds pour prendre en charge les malades démunis au Cameroun. Voilà succinctement résumé la biographie de Maître. Maître, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est là pour parler de l'importance du testament. Et c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que c'est un domaine dans lequel je veux me spécialiser. Donc ici, les objectifs de la présentation, c'est de faire en sorte que chacun d'entre nous puisse sortir de la présentation aujourd'hui en sachant c'est quoi les différents types de testaments et quelles sont les règles qui entourent chaque testament parce qu'il y en a plusieurs. Comprendre vraiment le bien fondé d'un testament, pourquoi l'avoir. Donc, développer aussi un climat de confiance envers nos proches parce que quand on fait un testament, certainement qu'on pense à nos proches, tous ceux qu'on va laisser après nous.
Donc, et le but ultime, c'est vraiment d'éliminer de façon définitive les chicanes après les décès. Donc, le plus important, c'est qu'à la fin de la présentation, chacun puisse avoir des questionnements personnels vis-à-vis de ce qu'il prévoit pour sa succession future. Donc, c'est un peu ça l'objectif de la présentation, qui va se résumer en 4 points. Donc, un testament, on doit aller autour pour savoir qui peut l'avoir, comment l'avoir, quand l'avoir et pourquoi, à la fin, on pourrait avoir un testament ici au Canada. Dans le plan que nous avons concocté, on a essayé de faire ça un peu léger, mais si vous avez d'autres questions qui vont susciter, je suis très ouverte à revenir très prochainement pour d'autres formations, si jamais c'est le cas. Donc, le plan sera de définir le testament, qui peut faire un testament, comme on l'a dit tantôt, les différents types de testaments, qui va pouvoir répondre à la question « Comment avoir un testament ?» Bon, peut-on modifier un testament? Ça sera le moment de répondre à la question, c'est quand est-ce qu'on peut avoir un testament? Et les institutions qui tournent autour du testament pourront répondre à notre question, comment avoir un testament? Donc, la définition du testament sont prévues dans notre code civil, qui est un peu la Bible du juriste, donc qui définit à l'article 703 et suivant en disant que c'est un acte juridique unilatéral par lequel une personne lègue ses biens à son décès. Donc, l'article 704 le définit aussi de façon très détaillée en disant vraiment que c'est cet acte juridique-là qui est vraiment irrévocable. C'est-à-dire, une fois qu'on fait son testament, on est vraiment seul à décider par la suite si on veut le changer ou pas. Donc, dépendamment, c'est qui fait notre testament. Là, on pourra voir toutes les règles qui tournent autour de chaque type de testament. Donc, qui peut faire un testament? Tout le monde qui a la capacité requise pour donner son consentement de façon libre et éclairée peut faire son testament. Ceci étant dit, même notre bébé à la maison qui a un toutou qu'il aime beaucoup, s'il est capable de comprendre c'est quoi l'impact de le donner, oui, il peut faire son testament. C'est pour ça qu'on dit que même un enfant de moins de 18 ans pourrait donner un objet de peu de valeur. Donc, même si c'est un objet de plus que 25 000 à ce moment-là, il y a d'autres règles qui entrent en jeu. Donc, c'est à cette étape-là qu'on va essayer de voir est-ce qu'il faut faire intervenir son tuteur ou pas. Mais ça, je laisse ça pour une autre formation. Là, je ne veux pas m'étaler. Donc, mais c'est ça. 18 ans, plus de 18 ans, moins de 18 ans, on peut faire son testament ici au Québec. Donc, les 3 types de testaments sont prévus à l'article 712. On peut tester, c'est-à-dire faire son testament. On peut faire un testament devant témoin, un testament holographe ou un testament notarié. Donc, les 3 types de testaments ont chacun des formes qui lui sont vraiment propres. Si on prend le testament devant témoin, sa règle la plus stricte est qu'elle doit absolument avoir 2 témoins. Donc, il faut 2 personnes qui comprennent l'impact ou bien que c'est vraiment votre dernière volonté qui est mentionnée. Et une fois que vous décédez, elle doit obligatoirement être vérifiée par le tribunal ou devant un notaire. Donc, on comprend déjà que même si on a choisi de le faire devant témoin, après votre décès, il y a encore des obligations qui doivent être remplies pour qu'on parle d'un testament devant témoin. C'est vrai qu'il y a des avantages, c'est plus simple à rédiger. On peut le faire par nous-mêmes, on peut utiliser l'ordinateur pour taper c'est quoi nos volontés. On peut même le commander sur Internet parce qu'à date, il y a des logiciels qui sont capables de faire des testaments. Mais à ce moment-là, il va s'agir des testaments devant témoin et il faut 2 témoins. Et après le décès, il faut qu'on aille au tribunal ou devant un notaire pour pouvoir faire la vérification. Sinon, le testament devient nul. Donc, ça, c'était pour le testament devant témoin. Il y a quand même des inconvénients pour les testaments devant témoin. Obligatoirement, qu'on le vérifie après le décès, devant un tribunal ou devant un notaire. Et ça, il y a des coûts additionnels. Ça veut dire, même si on l'a commandé sur Internet et qu'on a payé des frais, une fois qu'on décède, il faut encore que la succession débourse des montants pour pouvoir faire la vérification du testament. Donc, on n'est pas plus avancé même avec un testament devant témoin, là, parce qu'on essayait de sauver de l'argent, mais après le décès, la succession aura encore du souci
à régler la succession parce que le testament, il y a encore des règles de forme qui doivent être respectées même après notre décès. Donc, il y a un grand risque de contestation parce que si quelqu'un n'a pas été cité dans ce testament-là, si c'est notre enfant, notre conjointe, elle peut facilement aller devant le juge pour dire « Je ne suis pas contente avec la volonté de mon conjoint ou de mon père. Je souhaite contester ces volontés qui sont prévues dans ce testament-là. » Donc, ça veut dire qu'on n'a même pas résolu le problème, on en a plutôt créé d'autres parce que ça va créer plusieurs chicanes par la suite. Donc, les clauses, c'est-à-dire si vous l'écrivez par vous-même, mais si elle n'est pas conseillée par quelqu'un qui est juridiquement apte, il peut y avoir des clauses dont les personnes ne comprennent pas très bien c'était quoi la volonté que vous vouliez exprimer dans cette clause-là. Donc, ceci étant dit, si on va devant notre avocat et on demande qu'il nous rédige un testament, il ne va pas s'agir d'un testament qui ne pourrait pas être contesté, là. Il va s'agir d'un testament devant témoin et toutes les règles qu'on vient de voir ensemble devront s'appliquer aussi à ce testament qui, ma foi, est un testament devant témoin. Donc, le testament que j'appelle le plus basique, c'est le testament holographe. Le testament holographe, il doit obligatoirement être écrit à la main. Donc, notre main d'écriture, il faut qu'on la voie sur le document qui constitue le testament devant témoin. C'est vrai que c'est plus simple, même si on est au bord de l'eau, ou bien au Cameroun, ou bien peu importe là où on se trouve sur la planète, on peut rédiger son testament. Donc, il n'y a pas de lieu spécifique où on peut faire le testament, mais c'est vraiment obligatoirement que ce soit écrit de la main du testateur. On ne peut pas demander à l'avocat de l'écrire pour que nous, on signe. Donc, certainement que là, vous avez compris que si on le fait, ça va plutôt s'agir d'un testament devant témoin qui doit devoir être accompagné de la signature de 2 autres témoins qui doivent être présents au moment où vous rédigez ce testament-là. Mais le testament holographe, on ne le fait pas nous-mêmes, puis on le conserve où on veut. Là. Donc, les inconvénients ici, c'est qu'une fois qu'on décède encore, on doit authentifier non seulement le contenu, mais aussi l'écriture. Donc, il faut qu'une personne qui est apte dans les écritures, je ne sais pas comment on les appelle, les professionnels de l'écriture, mais ils doivent venir en tant qu'experts pour témoigner que c'est bien votre écriture. Donc, si ce jour-là, vous aviez mal à la tête ou bien si vous aviez bu un petit verre, ça se peut qu'on dise que ce n'est pas vous qui l'aviez écrit. Donc, on n'est pas plus avancé non plus. Donc, la conservation et la confidentialité, il y a un problème aussi parce que quand on fait un testament, c'est pour qu'il soit découvert seulement après notre décès. Donc, si vous placez le document n'importe où, ça se peut que quelqu'un tombe là-dessus et que le problème, peut-être, on crée plus de problèmes avant même de décéder qu'on ne voulait résoudre après notre décès. Donc, les coûts additionnels, obligatoirement, le fait d'homologuer devant témoin ou devant un tribunal, ça engendre des frais. Et il y a aussi un risque de contestation et le fait que les clauses peuvent être mal interprétées. Donc, c'est la même chose qu'un testament devant témoin. Là. Mais la loi essaye de rattraper les erreurs qui peuvent être faites soit dans le testament holographe, soit dans le testament devant témoin. C'est-à-dire un testament holographe qui ne satisfait pas pleinement aux conditions. Le juge peut essayer de trouver une façon de rencontrer les dernières volontés du défunt. Mais c'est vraiment au juge d'en décider. Là. Donc, ça aussi, il faut faire attention. Et le testament notarié, qui est notre 3e type de testament, il a beaucoup d'avantages. Ce n'est pas parce que je suis notaire, mais c'est la vérité, parce qu'un testament notarié, il a un aspect préventif, parce que le notaire a un devoir de conseil. Il est conseiller juridique, auxiliaire de justice. Donc, il a plusieurs obligations qui sont attachées au fait qu'il doit rédiger un testament. Donc, il fait une planification. Dépendamment des lettres que vous faites, le notaire vous questionne pour essayer de découvrir ce que vous voulez vraiment au bout de ligne. C'est-à-dire, si vous décidez de léguer vos REER, je prends toujours l'exemple du REER parce que le REER, il peut être roulé au conjoint survivant, mais si on le donne à notre enfant, l'enfant va payer des taxes là-dessus. Donc,
c'est le travail du notaire d'essayer de voir les impacts des legs qu'on fait dans un testament. Donc, il essaie aussi de voir si le leg que vous êtes en train de faire peut être réalisable. Donc, je prends aussi l'exemple de une personne qui lègue à son chien. Maintenant, le notaire est capable de te dire non, puisque le chien n'est pas une personne juridique, à votre décès, ça ne pourra pas être un legs qui va passer parce qu'il est là pour vous conseiller sur l'impact des legs que vous faites dans le testament. Donc, il prévoit dans le testament, en tant que conseiller juridique, votre décès de façon très spécifique. Il essaye de mesurer les impacts que ça peut avoir quand vous serez plus là et si ce que vous voulez est vraiment atteignable une fois que vous allez décéder. Donc, est-ce que les legs que vous faites sont aussi raisonnables? Parce qu'il y a une chose de léguer, mais est-ce que c'est raisonnable de tout donner à son premier fils et ne pas donner au suivant? Donc, essayez de voir le tout. Et même si vous rédigez à un mineur, il essaie de voir en termes de temps, qu'est-ce que ça peut vous coûter. Donc, c'est ça le rôle du notaire. Donc, c'est ça aussi les avantages du testament. Donc, le notaire aussi a des obligations en lien avec la langue française et la langue anglaise, parce que c'est les deux seules langues qui le testament peut être rédigé. On ne peut pas rédiger un testament en grec ou bien en arabe ici au Québec, par exemple. Donc, le notaire s'assure que dans ces deux langues-là, qu'il y ait de la clarté et la précision dans tous les clauses qui vont être mentionnées. Donc, il y a quand même des inconvénients parce que ça coûte des frais, les frais de notaire. Vous allez devoir débourser des frais pour payer notre notaire. Mais le bien fondé du testament notarié est qu'il fait foi jusqu'à preuve contraire. Donc, si vous rédigez votre testament devant un témoin et que quelqu'un le conteste, c'est à lui de prouver pourquoi il conteste le testament notarié. Et c'est vraiment bonne chance parce que tous ceux qui ont contesté les testaments notariés, c'est difficile de faire tomber un testament notarié. À moins qu'il y ait vraiment des erreurs très matérielles, mais il y a toujours une façon de rattraper des erreurs parce que même si le testament notarié a des erreurs, on peut décider que ce soit un testament devant témoin parce qu'il y a toujours un témoin qui compare dans notre testament. Donc, et la volonté du juge est vraiment de s'assurer que les dernières volontés du testateur ont été respectées. Donc, on va essayer de regarder les institutions qui entourent le testament, qui va nous permettre ici de répondre à la question « Pourquoi avoir un testament ?» Donc, on l'a vu dans la définition au début de notre présentation, l'importance du testament est que c'est un acte juridique. Donc, un acte juridique qui est unilatéral, ça veut dire que moi et ma conjointe, on ne peut pas mettre nos volontés dans le même testament. Il faut toujours que chaque personne ait individuellement son testament de façon séparée. Donc, révocable parce que le testament est toujours, on peut changer d'avis, c'est-à-dire si je fais mon testament devant un notaire aujourd'hui, demain matin, si je constate que le legs que j'ai fait, j'ai plus envie de le donner à cette personne-là, on peut toujours aller voir le même notaire ou un autre notaire pour changer ses volontés. Donc, petite anecdote, des fois, on a des conjoints qui arrivent au bureau ensemble pour faire leur testament, mais une fois qu'ils sont sortis, il y a une ou bien sinon les deux qui appellent pour dire est-ce que je peux modifier telle clause, mais c'est des choses, juste pour vous dire à quel point la révocation du testament, c'est possible. Donc, et on sait qu'un testament, ça prend effet seulement après le décès. Donc, tant et aussi longtemps que vous êtes vivant, vous ne pouvez pas, ou bien les personnes que vous avez désignées dans votre testament ne peuvent pas prétendre à des droits dans votre succession. Si un fils sait que vous l'avez légué la maison, il ne peut pas aller en banque ou bien emprunter de l'argent en disant que quand mon père va décéder, j'aurai des sommes de sa succession. Là, mais non, ça ne se fait pas. Donc, et le testament vous permet de disposer de tous vos biens de la façon que vous le voulez. C'est le principe de la liberté des textés. Donc, pour répondre à la question « Pourquoi faire un testament ?» Parce que vous êtes libre de donner à qui vous voulez et vous êtes libre d'exclure ce que vous voulez de votre testament. Donc, mais le bon côté d'un testament, c'est aussi que tous les legs que vous faites à vos héritiers,
ils sont protégés contre les créanciers. C'est-à-dire, si je lègue une maison qui a été complètement payée, et si mon fils a des problèmes, lui, dans sa comptabilité, ses créanciers à lui ne peuvent pas venir prétendre à des droits dans ces maisons-là, parce que dans les testaments qu'on rédige, on met toujours une clause d'insaisissabilité dans le testament, justement pour protéger vos héritiers contre les créanciers éventuels. Donc, on protège aussi le conjoint survivant par le régime matrimonial. Donc, vous avez bien compris que c'est le régime matrimonial ou bien qui fait en sorte que le conjoint est protégé, c'est-à-dire les conjoints de fait ne pourront pas ici prétendre à des droits si jamais ils n'ont pas été mentionnés de façon spécifique dans le testament. Donc, la seule protection qui s'offre alors au conjoint de fait, il faudrait que son conjoint de fait à lui établisse des clauses spécifiques, c'est-à-dire si on dit « mon conjoint », il faut qu'on mette une virgule et qu'on mette son nom. Ça fait en sorte que si demain, étant conjoint de fait et que monsieur décide d'aller se marier, s'il modifie son testament, tant mieux, mais s'il ne modifie pas, au moins la clause qui avait été faite pendant que vous étiez ensemble pourra avoir effet. Mais si vous n'êtes pas marié, vous ne pouvez pas prétendre à des droits en tant que conjoint si jamais vous n'avez pas de façon spécifique été mentionné dans le testament. Donc, les dépenses, la dépendance des droits successoraux, ici, on sait que les droits de la famille, peut-être dans la famille, on a des enfants qu'on peut avoir à charge. Donc, ça fait partie de nos obligations. Donc, la loi aussi protège ces personnes-là. Ça veut dire, même si on a la liberté de tester pour donner nos biens à qui on veut, on ne peut pas décider de mettre nos enfants mineurs à l'extérieur, mais je pense que tout juge va essayer de voir ce qui est bien pour les enfants. C'est vrai que vous avez la liberté de donner à qui vous voulez et d'exclure qui vous voulez, mais si les enfants sont mineurs, il est de votre responsabilité de prendre soin d'eux, au moins jusqu'à ce qu'ils aient l'âge adulte qui, ici au Québec, est de 18 ans. Donc, ça permet aussi à vos héritiers de mieux faire leur deuil, parce que si vous n'avez pas fait des testaments, et ma foi, je m'attarde ici sur le testament notarié, après votre décès, il y a beaucoup de procédures à respecter. Donc, si vous avez fait un testament, mettons, devant témoin ou holographe, les personnes, les héritiers que vous avez laissés, non seulement seront dans le deuil, mais seront obligés de suivre toutes les procédures en lien avec l'homologation du testament avant de faire leur deuil. Mais si on a fait un testament comme il faut, c'est-à-dire un testament notarié par exemple, les héritiers ont tout le temps pour faire le deuil parce que tout a été mentionné dans le testament de façon claire et précise. Donc, il n'y aura pas de chicane entre eux, mais chacun va prendre le temps de faire son deuil, puis par la suite s'intéresser aux legs qui ont été mentionnés dans le testament. Donc, le principe de la liberté de texter ici au Québec, c'est un principe vraiment qui n'a pas de limite. Donc, ça veut dire qu'on peut donner à qui on veut, en autant que le bien nous appartienne, on peut donner à qui on veut. C'est-à-dire, s'il y a une personne que vous considérez, même s'il est votre enfant et que vous considérez qu'il n'a pas de droit dans votre succession, parce que vous l'avez décidé, oui, vous pouvez l'exclure de votre testament. Donc, même si, encore là, je mets un petit bémol, parce que même la personne à qui on lègue nos biens, si c'est cette personne-là qui est responsable de notre décès, à ce moment-là, il sera indigne de recevoir notre succession. Donc, c'est une cause d'exclusion aussi. C'est que même si vous pouvez exclure, la loi aussi d'office exclut certaines personnes de la succession d'office si dans la situation, ils sont responsables de notre décès. Donc, ce sont les principes qui sont déjà mentionnés dans le code qu'on ne peut pas contourner. Donc, il y a aussi des cas de captation. Si quelqu'un vous a tellement menacé quand vous étiez vivant, donc ça se peut qu'il n'hérite pas parce qu'il a usé peut-être de la maltraitance pour que vous puissiez lui donner ce legs-là. La loi aussi encadre ça pour dire que non, même si vous n'avez pas exclu, nous on l'exclut parce que c'est un cas de captation. Donc, parce que c'est la maltraitance des aînés, ce qui est très combattu dans le Code civil. Donc,
il faut aussi faire son testament devant témoin parce que le notaire, il est capable de prévoir l'avenir. Parce qu'ici au Québec, même si on s'est marié dans un autre pays, une fois qu'on arrive, je pense 12 mois après, on est assujetti au patrimoine familial. Le patrimoine familial, il est d'ordre public. C'est-à-dire, une fois que vous vous séparez ou une fois que vous décédez, on doit séparer tous les biens que vous avez acquis pendant le mariage en deux. Donc, si on va voir son notaire pour faire son testament, ça fait en sorte que même si on donne, on a la volonté de donner à son conjoint et ses enfants. Si on est marié en société d'accueil, par exemple, une fois que vous décédez, il faut d'abord qu'on sépare les biens en deux pour donner moitié à madame et la moitié sera pour vous. Et si vous avez dit seulement dans le testament que je veux que tous mes biens aillent à ma femme et à mes enfants, sachez qu'en plus de la moitié que madame vient de prendre, elle a encore droit à la moitié de votre moitié. Donc, la façon que nous on rédige ça, c'est qu'on dit on donne à madame et les enfants conditionnel à ce que madame renonce à ses droits dans le patrimoine familial. Mais encore là, il y a un bémol parce que si madame a plus d'argent que monsieur, c'est sûr qu'elle va vouloir renoncer même sans qu'on lui demande de renoncer. Elle ne veut même pas savoir qu'est-ce qu'il y a dans votre succession, mais elle préfère prendre ses biens à elle et s'en aller. Mais tout ça, ça se prévoit dans le testament parce qu'il y a une possibilité de renoncer pour éviter qu'il y ait des injustices. Parce que si on veut vraiment que chacun des enfants ait la moitié et que madame ait la moitié, il faut vraiment que madame renonce à ses droits dans le patrimoine familial pour que ce soit plus équitable. Donc, c'est ça, le conjoint survivant. Ça, ce sont ses droits, mais il faut qu'on prévoie tout ça dans le testament. Donc, validité des legs, j'en ai parlé au début. On ne peut pas donner à un animal, mais c'est aussi une bonne chose de donner à des organismes comme DDI, par exemple, parce que s'ils donnent des reçus d'impôts, ça peut être un plus pour la succession, comme s'il y a des dettes. On paye le legs à DDI, mais DDI nous fait un reçu d'impôt qui peut nous permettre de diminuer parce que chaque personne qui décède doit déclarer doit faire une déclaration de revenus. Donc, ce sont des façons d'économiser de l'argent. C'est bien d'y penser aussi dans un testament. Alors, je vais commencer avec les questions. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, Maître a dit que pour tester, il faut avoir au moins 18 ans. Si j'ai bien compris. Non, c'est pas ça. Ah. Je vais revenir. Tout le monde qui a la capacité de comprendre l'impact de son legs peut faire un testament. 18 ans ou moins de 18 ans, il peut faire son testament. Parce que moi, je me disais, on commence à travailler à 16 ans. Oui. On peut déjà commencer à accumuler des biens. C'est ça. Mais on n'a pas le droit de faire un testament. Mais si on a des biens et qu'il nous arrive un problème, on fait quoi? C'était ça ma question. C'est ça, c'est dans cette diapo. OK, merci. Toute personne ayant la capacité requise peut faire son testament. 18 ans, moins de 18 ans, objet de peu de valeur, il peut faire son testament. Même s'il est mineur, il peut faire son testament et donner son... Ah, d'accord. Objet de peu de valeur. Oui, de peu de valeur parce que si c'est... Ça veut dire? Si un enfant a son... Je prends toujours les toutous parce que le toutou de Pokémon, ça coûte quand même un peu d'argent, mais ce n'est pas plus que 25 000 $. Si c'est plus que 25 000 $, il y a des règles de procédure non contentieuse qui entrent en jeu parce qu'il doit être assisté de son tuteur. Il peut le faire, mais il doit être assisté de son tuteur. Il peut avoir moins de 18 ans. On voit souvent des personnes, des mineurs qui sont émancipés par le mariage, émancipés même par le tribunal parce qu'ils ont des capacités de gérer leurs affaires. Je prends souvent l'exemple de, même s'il a 14 ans et moins et qu'il a une entreprise, il comprend déjà l'impact de ses croix léguées, donc il peut le faire. Mais si c'est plus que 25 000, alors là, il doit être assisté de son tuteur qui va contrôler ses volontés pour voir si ça c'est raisonnable ou pas raisonnable. Mais là, ce sont déjà les règles de procédure non contentieuse qui embarquent, mais votre fils à la maison peut décider de faire son testament et rédiger à quelque part pour dire, si demain je ne suis plus là, je veux que mon lapinou va à ma petite sœur, un tel. Il peut le faire.
Il y a quelqu'un qui a posé qui doit authentifier le testament holographe. Bon, je crois la question apparaît, la réponse était là, mettre à répéter. Je ne sais pas, tu peux le répéter encore? C'est ça, le testament holographe, c'est devant un tribunal. Ça peut être soit un juge, soit un greffier spécial ou un notaire, parce que les notaires aussi font des procédures d'homologation des testaments holographes ou devant témoins. OK. Et l'autre question, les lois en Ontario sont-elles différentes du Québec? Ben, c'est vraiment deux provinces différentes. Je dirais oui, parce que moi, je suis notaire au Québec. Je ne peux pas aller en Ontario et exercer. Je suis notaire seulement pour le Québec. Je vais encore plus loin en disant que si vous avez un immeuble en Ontario, vous ne pouvez pas en disposer ici au Québec, parce que les immeubles sont régis par la loi de leur domicile. Donc, c'est à la loi d'Ontario qui va s'appliquer. Donc, si la loi d'Ontario dit que vous ne pouvez pas donner ce bien-là, on a vu la liberté des textés. Au Québec, on dit que tu peux donner tous ces biens. Mais à cause du droit international, on va pas embarquer dans ça. Mais c'est bien d'aller voir vraiment que dit la loi d'Ontario. Ce n'est pas la même chose, là. D'accord, merci. La prochaine question, celle de Kamali Gazoumini, Mizi, oui. C'est ça. Comment faire un testament unilatéral si on est conjoint avec communauté de biens? C'est ça, c'est une très bonne question. Parce que dans la communauté des biens, même s'il y a des biens qui sont communs, il y a aussi des biens qui sont propres. Parce qu'une fois que la communauté est dissoute, il y a des droits qui sont créés d'office, des droits légaux, c'est d'ordre public. Si on est marié en communauté des biens, on ne peut pas décider de léguer les biens qui sont dans la communauté, mais on peut léguer les biens qui sont propres à nous. Donc, c'est ça la différence avec la communauté. Je ne sais pas si j'ai répondu très bien à cette question-là, Madame Gaz. On va voir si la personne va réagir. Et la prochaine question, est-ce qu'il est possible d'expliquer ce qu'est un testament fiduciaire et peut-il être fait par n'importe quel notaire? Le testament fiduciaire, ça aussi, c'est une magnifique question parce que le testament fiduciaire, on le conseille à ceux qui ont de gros patrimoines, qui ont beaucoup d'argent, parce que ça coûte vraiment cher et ça prend des notaires spécialisés pour le faire. C'est sûr qu'en faisant un testament, c'est une fiducie simple. Un testament, c'est déjà une forme de fiducie parce qu'on met nos biens dans... Même les créanciers ne peuvent pas y avoir accès. Mais je pense que la question concerne vraiment des grosses fiducies avec des fiduciaires et des bénéficiaires vraiment désignés. Ça peut être fait par des notaires, mais des notaires fiscalistes qu'on dit des fois. Mais sinon, un notaire peut le faire, mais il va falloir qu'il reçoive tous les documents de votre planificateur fiscal. Donc, pour qu'on sache vraiment tous les biens qu'on met, c'est quoi les impacts, et aussi éviter qu'il y ait un soulèvement du voile corporatif si jamais on essaye de fuir nos créanciers en créant la fiducie. Là. Donc, tout ça, c'est vraiment vérifié avant de faire un testament fiduciaire. La question de Margaret. Oui. Voulez-vous expliciter le sens juridique de capacité requise qui permet à une personne de rédiger son testament? C'est ça, la capacité requise, c'est vraiment de comprendre ce qu'on fait à ce moment-là, donc de façon précise. C'est-à-dire que la capacité n'est pas évaluée dans son ensemble. C'est-à-dire, même si une personne est déclarée inapte, si à ce moment précis qu'il veut faire son testament, un médecin est capable de confirmer qu'il comprend vraiment l'impact du geste qu'il pose, oui, il peut faire son testament parce que moi, j'ai déjà eu à faire le testament ou le mandat de protection d'une personne qui est en maison d'hébergement, qui a déjà des traces d'inaptitude, mais avec un document du médecin qui est capable d'attester que oui, il comprend c'est quoi l'impact de ce qu'il est en train de donner comme volonté, oui, on peut faire son testament. Mais si c'est une personne qui est saoule,
même si moi, aujourd'hui, je suis très apte, je suis devant vous en train de parler, mais si j'ai pris juste un verre, parce que moi, je ne supporte pas de l'alcool, si je prends déjà un verre, c'est sûr que mentalement, je ne comprends plus, je ne pourrais même plus comprendre où je suis, parce que je suis sous l'effet de l'alcool, ou ceux qui prennent du pot seront sous l'effet de ce qu'ils ont fumé. Donc, c'est évalué au moment où vous souhaitez donner vos volontés. Et nous, au bureau, on a des questionnaires, des petits questionnaires qu'on est capable de vous poser pour évaluer si vous comprenez c'est quoi la date d'aujourd'hui, c'est quoi la couleur du vêtement que vous portez. Donc, on essaie de vous poser des petites questions. Vous habitez où? Ben, si vous êtes capable de répondre à toute cette question-là, oui, on peut dire que oui, vous êtes capable de donner vos volontés. Mais s'il y a des non à quelque part, là, on va demander un document du médecin. Mais si le médecin nous dit oui, oui, on peut y aller. Mais s'il dit non, on va s'arrêter à cette étape-là. Oui, il y a quelqu'un de l'Ontario qui mentionne que ça veut dire que ce meeting ne nous concerne pas. Nous qui sommes en Ontario, alors, je dirais non, ça vous concerne dans la mesure où on a plusieurs séances. Peut-être quand on va trouver un notaire qui exerce en Ontario, qui viendra expliquer l'importance du testament par rapport aux droits ontariens. Il ne faut pas oublier que nous sommes au Canada et toutes les lois provinciales sont plus basées sur le droit canadien qu'on étudie partout au Canada. C'est vrai qu'il y a des spécificités qui sont propres à chaque province, mais oui, pour la grande partie, c'est presque pareil. Donc, cette question, je pense que j'ai répondu et on va passer à la prochaine question. Est-ce que la non-confidentialité annule le testament? Non. Non, c'est tellement la question est venue avec les testaments holographes. Nous, on a l'obligation de confidentialité au bureau. C'est que si je fais un testament notarié, même si 2 secondes après, votre fille m'appelle que j'ai vu, je n'ai même pas le droit de divulguer que vous étiez dans mon bureau. C'est jusqu'à ce point-là. Mais votre testament holographe, il n'annule pas la confidentialité, n'annulera pas les clauses que vous avez mentionnées dans le testament. C'est d'où l'obligation de l'homologuer pour être vraiment sûr que vous n'avez pas été sous l'emprise d'une maltraitance ou bien ça a été un cas de captation. Donc, c'est pour ça qu'on l'homologue pour être certain que la volonté a été donnée de façon libre et éclairée après votre décès. Mais pour revenir à la question, non, la confidentialité n'annule pas la validité du testament. Bon, les questions dans le chat, j'en ai terminé, mais on voit des mains levées. On va aller, il y a Charlotte. Oui, c'est moi qui ai posé tout à l'heure la question sur le testament fiduciaire. En fait, la raison pour laquelle j'avais posé cette question, c'est que, par exemple, quand on a un enfant qu'on a à charge qui a un problème de santé mentale et que on veut s'assurer, par exemple, quand on va léguer les biens, que ça soit... en tout cas, on n'aimerait pas que l'enfant se retrouve plus tard dehors ou que soit sans abri parce qu'il a de la difficulté à gérer tout ça. Bon, alors, j'avais entendu parler du testament fiduciaire. Je voulais savoir exactement quels moyens de protection on a pour léguer un bien à un enfant qui a un problème de santé mentale et pour s'assurer, par exemple, qu'elle aura toujours son logement ou en tout cas, j'aimerais que si vous pouvez élaborer un peu plus là-dessus, ça m'intéresserait. Oui, très bonne question ici parce que avant qu'on arrive au testament, vous permettez que je vous explique, même quand vous êtes encore en vie, parce que le testament, c'est après que vous décédez. Donc, ce que moi, je conseille aussi quand on a un enfant qui est malade, c'est non seulement de commencer à faire ce qu'on appelle le mandat de protection. Donc, parce que présentement, vous êtes là, vous parvenez à prendre soin de cet enfant-là, mais c'est important que vous posez la question, OK, si demain je suis inapte ou bien si je suis plus capable de prendre soin de lui, qu'est-ce qui arrive? Parce que dans votre mandat de protection, qui est le mandat en prévision de mon inaptitude, mais qui est maintenant le mandat de protection, la nouvelle appellation, vous pouvez déjà décider dans ce document-là de quelle façon
est-ce que cet enfant-là doit être entretenu comme? Il y a vraiment un très grand paragraphe qui dit exactement que si je suis plus là ou que le père de l'enfant n'est plus là, je souhaite que cet enfant-là soit maintenu. Donc, on utilise mes biens au bénéfice de cet enfant. Ça, c'est quand je suis encore là. Mais vous pouvez y aller après si vous avez un grand patrimoine avec un testament fiduciaire. Mais si ce n'est pas un très grand patrimoine, parce que les testaments fiduciaires, il y a beaucoup de charges. Parce que le fiduciaire doit faire plusieurs déclarations et c'est tellement surveillé par Revenu Québec. Donc, vous pouvez faire un testament. Parce que, comme je vous disais, le testament notarié, qui est le simple testament, c'est comme une mini fiducie qui se crée. Parce que vous décidez de quelle façon est-ce que, si vous n'êtes plus là, par décès, comment est-ce que l'enfant doit être? Parce que s'il est mineur, ou inapte dans notre situation, on peut prévoir exactement qui va s'en occuper. Okay? On dit exactement, je souhaite qu'un tel soit l'administrateur pour mon fils un tel. Et vous pouvez même dans ces clauses prévoir une administration prolongée par étape. OK, quand il aura atteint cette étape-ci, je ne sais pas si c'est pas une maladie dégénérative ou bien si c'est une maladie qui est déjà, donc, qui l'a déjà affecté à un certain point. Je souhaite si ce n'est pas le cas, je souhaite qu'à ses 18 ans, qu'on fasse ça. Je souhaite qu'à ses 25 ans, qu'on fasse ça. Donc, on crée cette administration prolongée-là dans le testament. C'est la personne que vous allez choisir. Est-ce que vous souhaitez qu'il ait une réduction des comptes à faire à chaque mois ou à chaque année? Donc, vous pouvez, c'est ça le testament, parce que vous donnez exactement de quelle façon est-ce que vous souhaitez que... Donc, la personne qui va prendre la succession à ce moment-là, l'administrateur va juste rentrer dans vos souliers pour faire les choses de la façon que vous avez décidé dans le testament. Comprenez? Mais si c'est un grand patrimoine, des millions de dollars, à ce moment-là, oui, on peut aller voir un planificateur successoral, puis on va s'asseoir pour voir exactement ça représente quoi en termes de legs à cet enfant-là dans le temps. Le mandat de protection dont vous parlez, est-ce que ça va être alors mon mandat, ça va être le mandat de protection de l'enfant qui est inapte, c'est ça? C'est votre mandat de protection qui vise à vous protéger, vous. Mais puisque cet enfant-là est inapte, vous êtes encore à l'hôpital, vous n'êtes pas encore décédé, mais vous n'avez pas les capacités pour continuer à prendre soin de cet enfant-là. Alors, l'administrateur sera mentionné dans le mandat de protection en disant que je souhaite que mes biens soient utilisés au bénéfice de cet enfant-là. Parce que votre testament, c'est seulement quand vous décédez qu'il entre en vigueur. Mais si vous n'êtes plus là, comment est-ce que vous souhaitez que les choses se passent pour cet enfant-là? Donc, c'est comme parce que le testament, le mandat de protection et le testament, ça se comprend bien en anglais parce que le testament, c'est last will, comme le dernier. Mais le mandat de protection, il est living will. Pendant que je suis en vie, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça peut aussi être une bonne protection pendant que vous êtes là, si vous n'êtes pas apte, parce qu'on peut faire même procuration et mandat de protection dans un même document. Donc, si vous prenez rendez-vous avec votre notaire, je pense qu'on va très bien placer les choses pour protéger l'enfant. Merci. Bon, merci Charlotte. Il y a des questions dans le chat, mais il y a des mains levées avant. Jean Crepin, ta main est levée. Est-ce que tu veux parler? Je n'ai pas bien saisi quand Maître expliquait que la femme doit renoncer à une partie pour avoir 50% aux enfants. Je n'ai pas bien saisi ça, cette partie-là. D'accord, on va retourner sans problème. Je vais juste expliquer ici que quand on fait un legs, généralement, on pense à sa conjointe. J'avais pris l'exemple. On peut penser aussi à son conjoint ou à ses enfants. Mais j'ai mis un bémol en disant que quand on est marié en société d'acquêt, qui est le régime légal au Québec, automatiquement, le patrimoine familial se crée. Donc, il y a un patrimoine familial qui est créé et qui est d'ordre public. C'est-à-dire, on ne peut pas déroger ou dire qu'on s'en fout du patrimoine familial. Non, c'est la loi qui crée au patrimoine familial pour dire que si jamais il y a dissolution du mariage, il faut qu'on sépare le patrimoine en deux. C'est-à-dire,
le décès est l'une des causes de dissolution du mariage parce que quand vous décédez, donc il y aura une 50% qui va à votre succession et l'autre portion va aller à madame. Encore là, il y a des calculs qui se font. Donc, si vous, vous n'êtes pas décédé, c'est un exemple, vous qui êtes en train de faire le legs, il faut prévoir que, bon, si je suis mariée en société d'accueil, il faut penser que si je lègue tout à ma conjointe et le reste aux enfants, sachez que c'est pas moitié-moitié, là. Au niveau du patrimoine familial, il y a d'abord un 50% qui s'en va à madame, d'abord, parce que vous êtes décédé, et c'est votre 50% à vous qui va constituer le legs, c'est-à-dire que madame, sur votre 50%, malgré qu'elle a eu son 50%, va venir réclamer le 50% que vous lui avez légué. Autrement dit, les enfants, 25% dans la réalité. Exactement, les enfants vont avoir 25%. Donc, je disais, la façon de faire qu'on fait au bureau, c'est qu'on l'aide de cette façon-là pour éviter des injustices conditionnelles à ce que madame renonce à ces droits-là. Mais il va falloir qu'on fasse des calculs, que madame ait des chiffres qui lui montrent exactement c'est quoi qu'elle renonce. Elle renonce à quoi? Mais c'est sûr que si son patrimoine est plus élevé que le vôtre, elle va vouloir rester avec son patrimoine que de venir discuter quoi que ce soit avec la succession. OK. Merci. Monsieur Félix Com, vous avez la parole. Ouvrez le micro, vous parlez. Parfait. Oui, ma question c'est, lorsque peut-être un parent décède et que rien n'était prévu, quel est le taux d'imposition que les enfants devront supporter? Est-ce que c'est un taux, est-ce que c'est un montant fixe? Ça se calcule comment? Quand on établit un acte notarié dans ce sens, alors est-ce que les honoraires, je ne sais pas comment on appelle ça, est-ce que c'est un taux aussi en fonction de ce qu'on lègue, de ce qu'on va léguer, ou est-ce que c'est un montant fixe, n'est-ce pas, qu'on le fait? C'est ça ma question. Merci. Je ne sais pas si j'ai bien compris, hein, Clara. Oui, la première question, il mentionne que le taux d'imposition que la succession supporte lors du décès. Il voulait savoir que les enfants, c'est-à-dire la succession, supportent lors du décès. C'est une question vraiment globale parce que ça, on va laisser ça au fiscalisme, mais tout dépendamment de la succession, hein. C'est-à-dire, moi, si je décède aujourd'hui, c'est sûr que ça ne sera pas compliqué parce que je n'ai pas grand-chose. Mais ça dépend de c'est quoi. Le liquidateur doit faire son travail d'abord, liquider la succession et savoir exactement c'est quoi. Une fois qu'il va déclarer, c'est sûr que s'il y a beaucoup d'argent, là, on va payer les impôts. Mais s'il y a juste des dettes, c'est juste des dettes. Donc, on n'a pas d'imposition en tant que tel. On va juste déclarer les dettes. Et puis, ça sera juste aux héritiers de renoncer ou pas à la succession. Je ne sais pas si c'est vraiment ça sa question, là, mais à ce moment-là, les héritiers ont le droit de renoncer parce que la succession est déficitaire. Mais nos héritiers à nous ne sont pas, une fois qu'on décède, pris avec ça parce que dans notre testament, on nomme un liquidateur qui va faire toute la paperasse et c'est le cash flow qui va être transféré à nos héritiers. Mais c'est sûr que s'il arrive avec plusieurs dettes, on va juste faire un acte notarié de renonciation pour ne pas créer plus de troubles qu'il y en a là. Parfait. Je pense que tu as très bien répondu à la question, c'était ça. Et la deuxième question qui est même déjà dans le chat parce que quelqu'un l'a posée, ouais. Il veut savoir combien ça coûte faire un testament. Ça dépend. Comme je disais au départ, je vais éviter de faire du développement d'affaires ici parce que c'est une science d'information, mais je vais aller de façon grosso modo. Pour un testament, ça varie entre 400 et 600 $ pour un seul document parce qu'on fait en plusieurs rencontres et par la suite, on l'enregistre à la Chambre des notaires et au Barreau du Québec. Donc, ça dépend vraiment des bureaux, combien qu'ils chargent. Il y a les montants pour les frais d'enregistrement. Mais le testament, je sais que c'est toujours à taux horaire, mais dépendamment du patrimoine,
on parle du testament simple, là, qui n'est pas le testament fiduciaire, parce que le testament fiduciaire, il y a beaucoup d'intervenants qui viennent en charge parce qu'il faut consulter un fiscaliste. Tout ça, c'est à prévoir. Mais pour un testament simple, on peut calculer 400, 600 $, pourquoi pas 1000. Ça dépend vraiment de chaque notaire et de chaque bureau, combien qu'ils chargent. Vraiment une distinction très claire à faire entre un testament simple, qui est celui qu'on a parlé aujourd'hui, et le testament fiduciaire, qui demande plus de planification fiscale. OK, merci. Il y a une autre question dans le chat. Est-ce que c'est là que nous avons besoin d'un tuteur? Je pense que c'était lorsque tu répondais à la question de Charlotte où on parlait du mandat d'inaptitude. Oui. Ouais. C'est-à-dire le mandat qu'une personne qui pense qu'à un moment donné, il peut perdre ses facultés. Et bien qu'il soit vivant, son testament ne peut pas encore être ouvert, mais il prévoit que s'il est inapte et qu'il a des gens qui sont sous sa protection, il prévoit comment ça va se gérer en ce moment-là. Donc, je pense que la question était à ce niveau. C'est ça. Donc, on prévoit, mais juste faire attention parce que tuteur, on peut le prévoir, oui, dans notre mandat, procuration mandat de protection, mais il faut encore faire attention parce qu'on ne peut pas donner un tuteur à une personne qui est apte. C'est-à-dire, si mon enfant a 18 ans, ce n'est pas nécessaire que je parle de tutelle dans le mandat de protection parce que il peut gérer ses affaires, il peut même me gérer à ce moment-là. Mais si les enfants sont mineurs, oui, c'est dans le document qu'on prévoit la tutelle dative, parce qu'on cède l'autorité parentale à quelqu'un d'autre. Mais l'autre tutelle, c'est vraiment, si c'est une personne majeure, là, c'est autre chose. C'est vraiment un régime de protection qui s'ouvre en lien avec le curateur public, tout ça, mais c'est vraiment autre chose. Mais si on veut rester dans notre document à nous, la tutelle qui va être créée dans un mandat de protection, c'est pour un mineur ou un majeur inapte, comme c'était le cas pour la question de notre participant tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui a posé une question dans le chat. Il dit s'il fait un testament en Ontario et qu'il change de province, par exemple, il vient au Québec, doit-il changer le testament? Non, comme on a dit tout à l'heure, il faut vraiment faire attention. L'exemple la plus palpable qu'on a souvent en droit, pas besoin de changer son testament si vos volontés ont déjà été mentionnées. Mais si vous avez un bien au Québec ou en Ontario, dans notre exemple, il va falloir que vous en disposiez de différentes façons. C'est-à-dire, même si on a fait un testament en Ontario, si on a un immeuble au Québec, il va falloir qu'on vienne au Québec dire qu'est-ce qui arrive dans ce testament-là. Parce que si on fait son testament en Ontario, on ne peut pas nommer ici au Québec, on ne peut pas nommer un liquidateur qui est, mettons, aux États-Unis, justement pour éviter que la succession soit internationale. Ça, c'est encore peut-être une autre formation qu'on va avoir, mais c'est justement pour éviter plus de frais et de problèmes dans la succession. Parce que si on nomme, mettons un exemple, un liquidateur aux États-Unis, au moment de la liquidation de la succession, c'est la loi du domicile du liquidateur. Donc, est-ce que vous auriez voulu que ce sont les lois de ce pays-là qui s'appliquent? Donc, il faut vraiment faire attention à ce niveau-là. C'est vraiment de façon spécifique. Comme dans l'exemple que j'ai pris, les immeubles, c'est vraiment la loi de leur domicile. Donc, il faut tester de différentes façons. La dernière question dans le chat, et puis à une main levée, je pense qu'on va sortir par là. Pourquoi parle-t-on encore de patrimoine de la conjointe alors que le patrimoine familial est considéré? On disait tout à l'heure, c'est vraiment d'ordre public. Donc, ça se crée automatiquement, mais ça ne veut pas dire que ça se peut qu'à la fin de la journée, ce soit elle qui doit la succession. Comprenez? Ça ne veut pas dire que forcément c'est la succession qui va devoir. C'est juste de faire attention que si on est certain que c'est nous qui avons plus d'argent que là où le conjoint survivant, c'est mieux de faire en sorte qu'il y ait une renonciation pour éviter que quelqu'un vienne dans la succession chercher doublement des droits qu'il aurait eu juste une seule fois. Margaret, vous avez la parole. Merci Henriette. Maître, merci beaucoup de votre présentation. Je voudrais juste faire remarquer que le tableau que vous venez de nous brosser
sur le testament est un tableau parfait, au fait. Hein. Vous faites votre testament, vous avez la capacité requise. Très, très bien. Tout est enregistré chez le notaire et tout. Vous décédez, voilà, il faut exécuter le testament. Mais comment expliquez-vous, maître, qu'il y a toujours des problèmes, même si un testament est parfait, il est bien fait, comment expliquez-vous qu'il y a toujours des problèmes de contestation, des problèmes de cours? C'est parce que si je pose cette question, c'est parce que pour le moment, je suis en train de vivre une situation très, très dramatique dans une famille, justement à cause de ça, parce que le testament était fait très, très bien. Mais pourquoi il y a toujours des contestations? Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour ne pas arriver à ça? À la contestation? Oui. Oui. C'est une bonne planification, moi je vous dirais. C'est une bonne planification. Je prends un exemple, c'est-à-dire les gens qui contestent, c'est parce qu'ils ne sont pas favorisés par la succession. Mais à la fin de la journée, c'est la volonté de la personne décédée qui doit être respectée. Donc, il est une chose de contester, mais est-ce que ça va aboutir forcément? Là est la question. Donc, mais comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce ne soit plus contesté? Peut-être c'est l'une des raisons pour laquelle la personne a fait son testament. Donc, c'est sûr que nous, au bureau, on essaye de limiter les dégâts le plus possible. Mais est-ce qu'on peut prévoir comment les gens sont? Parce que quand vous êtes vivant, tout le monde est gentil, là. Mais si quelqu'un est certain de pouvoir aller trouver $1000 sans avoir fait d'efforts, c'est sûr qu'il ne va pas se gêner. Donc, c'est vraiment une bonne planification qui pourrait éviter des situations comme celles que vous vivez en ce moment. Comme Maître a si bien mentionné, la chicane, les querelles de famille, il vaut mieux avoir un testament que de ne rien avoir. Parce que quand on n'a rien, ça devient encore plus compliqué. Donc, je vais passer à la parole à Rose. Merci, Henriette. Merci à toute l'équipe qui a organisé cet atelier. Alors, ma question, elle revient à cette partie où l'on parle de la personne, le liquidateur. Oui. Ne peut pas être soit aux États-Unis, soit dans une autre province, c'est ça? Oui. Mais si on n'a personne, qui peut être le liquidateur? C'est ça. Oui, c'est une bonne question parce que peut-être vous êtes comme moi, là, j'ai juste maman Clarisse ici et maman Madé. Au bureau, je vais toujours parler du bureau parce que je prends toujours l'exemple sur nous parce que dans les clauses qu'on a, on doit veiller à ce qu'il y ait toujours un liquidateur en place. Sachez que même si c'est moi qui rédige, si vous avez juste connaissance d'une personne, je ne sais pas, une amie de confiance, la personne peut être votre liquidateur. Sinon, le notaire peut nommer son collègue au bureau qui va être le liquidateur. Mais la raison pour laquelle on ne veut pas mettre un professionnel forcément, c'est parce qu'un professionnel, ça coûte de l'argent. C'est tellement qu'il va charger au taux horaire. Ça fait que généralement, les liquidateurs qu'on nomme pour les testaments simples de petits patrimoines, mais pas de petits patrimoines, pas de patrimoines qui ne sont pas élevés, on ne donne pas une rémunération. Mais si vous êtes prêt à payer quelqu'un pour le faire, c'est sûr qu'il y aura toujours quelqu'un pour faire le travail. Mais comme je dis, c'est une planification avec le conseiller juridique qui va essayer de voir c'est quoi la bonne option pour vous. Mais même le code civil prévoit la façon de nommer un liquidateur parce que si on revient à notre cas et que vous n'avez personne à nommer comme liquidateur, vos héritiers sont d'office les personnes responsables de la succession. Donc, ils sont capables de s'asseoir et décider qui va être le liquidateur. Mais dans le cas où les bénéficiaires ou le bénéficiaire n'a pas vraiment les facultés mentales pour décider. On fait quoi? Et si on n'est pas en mesure vraiment de payer quelqu'un pour être le liquidateur, on fait quoi?
Vous pouvez nommer votre notaire, la personne devant qui vous êtes après concertation. S'il est d'accord, il va le faire. Il va le faire. Mais la loi prévoit comment nommer un liquidateur. Mais comme je dis, encore là, c'est vraiment la planification avec le conseiller juridique qui saura la personne choisie pour la liquidation de votre succession. OK. Merci. C'est pour dire que dans tous les cas, Madame Rose, il y a toujours un liquidateur qu'on doit nommer. Oui. Et les professionnels, comme les notaires, savent comment nommer un liquidateur pour votre succession. Donc, il est seulement important de penser à avoir son testament parce que quand on a le testament, on ne peut pas éviter les problèmes familiaux, mais on limite juste les problèmes lorsqu'on prévoit et on fait son testament. Il y a également une autre question qui vient de rentrer dans le chat. Merci. Il y a une question qui vient de rentrer dans le chat, Monsieur Abdel, qui dit « Quelle est la place de nos biens en Afrique dans le testament que nous faisons ici ?» C'est sûr que dans le testament qu'on fait ici, c'est comme je dis, je vais toujours revenir à la planification. On donne les biens meubles. Le meuble, on peut voir les comptes bancaires. On va voir les moyens de les rapatrier. Le liquidateur que vous choisissez aura la capacité, s'il peut le rapatrier, il va le rapatrier. Mais si lui, il doit liquider ici pour le renvoyer au Cameroun parce que vos héritiers sont au Cameroun ou en Afrique, peu importe l'endroit dans le monde, à ce moment-là, on peut le faire. Mais je reviens encore sur le principe des immeubles. Les immeubles, c'est la loi du pays de destination. Donc, à ce moment-là, si on a les biens en Afrique, peut-être qu'il faut penser faire un testament de l'autre côté pour disposer exactement de comment est-ce que ça va se passer. Parfait. Je pense que c'est la dernière question dans le chat. Maître, nous te remercions infiniment pour cette présentation et pour les réponses données aux différentes questions qui ont été posées. Sur ce, nous te remercions encore une fois de plus, Maître Annick. Nous remercions tous les participants. C'était vraiment un plaisir de se retrouver ce samedi. Et rappelons-nous, d'ici à pareil moment, le mois prochain, on aura une autre séance. Ça sera sur comment organiser les funérailles avec le directeur de la compagnie funéraire Manis Poirier. Donc, ça sera notre prochaine séance. Allez, merci et à bientôt. Bonne soirée à tout le monde.